Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis du Collège Belgique. C'est un honneur pour l'administrateur délégué du collège de présenter, et en tout cas avec vous ce soir, d'ouvrir un cycle de cours-conférences sur une question fondamentale et à laquelle, évidemment, vous êtes aussi sensibles. C'est la raison pour laquelle nous sommes ce soir extrêmement nombreux, mais aussi pour les autres conférences. Un cycle sur le bonheur. 4 cours, 4 conférences, avec, je vais vous présenter les 2 de ce soir, des conférenciers de talent, comme toujours au Collège Belgique, des conférenciers d'excellence. Et pendant 4 soirées, nous allons nous plonger dans cette question qui interpelle les humains depuis qu'ils sont sans doute des humains, et qui devait faire aussi l'objet ce soir de la présentation, mais il y aura un peu de retard, de la présentation d'un très beau livre. Car en réalité, les auteurs de ce soir, les conférenciers de ce soir, sont en train de boucler un recueil de textes et de commentaires philosophiques sur la question du bonheur dans une très belle collection que vous connaissez sans aucun doute, la collection Garnier et Flammarion, cette fameuse collection qui est Corpus, n'est-ce pas, qui traite de certains thèmes avec des textes et avec des commentaires. Eh bien, cette soirée aurait dû être agrémentée par ce beau livre, mais il y a un peu de retard éditorial, donc j'attire votre attention sur la publication imminente, sans doute début de l'année prochaine, de ce beau livre. Alors, les conférenciers de ce soir sont au nombre de 2. Et permettez-moi donc tout d'abord de commencer par vous présenter, chère Hélène Vuillermet, qui a étudié la philosophie, mais aussi les lettres. Donc une orientation en sciences humaines à cette prestigieuse école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et puis, après ces études, bien sûr, il y a un travail de dissertation doctorale, mais il y a aussi tout un ensemble d'activités, comme par exemple des présentations d'ouvrages, des expositions, notamment une exposition importante qui avait eu lieu à la Villa Médicis à Rome. Puis, il y a bien entendu tout un travail dans cette collection Corpus chez Garnier Flammarion, à laquelle vous êtes liée, car vous êtes la directrice de cette collection, n'est-ce pas? Et vous avez notamment été, avec Jeanne Guyant, l'autrice d'une anthologie sur la technique en 2018. Et vous avez aussi présenté chez cet auditeur-là quelques textes importants de Freud. Et ce sont des textes qui, bien sûr, sont accompagnés d'un dossier qui permettent d'introduire aux problèmes qui sont élaborés. Alors, j'ai parlé de philosophie et de lettres, j'ai parlé de votre activité éditoriale, puis de vos nombreux projets que je vais appeler des projets sociétaux. Mais il y a aussi chez vous l'enseignement de la philosophie, notamment la philosophie esthétique à l'Université de Lille, puis aussi à la philosophie à Sorbonne, enfin l'Université de la Sorbonne, Paris 4 pour nous, et bien entendu aussi une activité d'enseignement en lycée. Chère Hélène Vuillermet, c'est un grand honneur de vous accueillir ce soir. Alors, le deuxième conférencier est un habitué du Collège Belgique, dirais-je. C'est le professeur Johan Malinge, français également, qui, lui, est actuellement chargé de recherche du Fonds national de la recherche scientifique, qui est un soutien important du Collège Belgique, chargé de recherche, mais aussi chargé d'enseignement dans la faculté de philosophie, arts et lettres de l'Université de Louvain-la-Neuve. Alors, le professeur Malinge a une double formation. En réalité, il a d'abord étudié le droit. Et dans le cadre de ses études en droit, il a réalisé un mémoire de recherche sur un très très beau sujet, le stoïcisme dans l'œuvre de Descartes. Et déjà, il y avait sans doute là l'orientation, même s'il était en faculté de droit, l'orientation d'un projet philosophique. Et puis, il est évidemment passé à la philosophie. Et là, il s'est intéressé à la question de l'amour de soi et l'amour propre chez Pierre Nicole, le fameux Pierre Nicole.
mais aussi chez Jean-Jacques Rousseau. Travail de maîtrise qu'il a fait sous la direction de ce grand professeur, le professeur Denis Cambouchner, grand spécialiste de Descartes. Et puis, après cette deuxième maîtrise en philosophie, donc cette fois, il a commencé, comme la conférencière de ce soir, son parcours à l'École normale supérieure de Paris. Il en a été diplômé en 2012, il a été aussi agrégé de philosophie en 2020 et il a alors soutenu une thèse de doctorat à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la direction d'un autre grand philosophe, le professeur Renaud Barbaras, une thèse qu'il a consacrée à l'étude de l'action dans la philosophie de Sartre, car Johann Malinge est un excellent spécialiste de Sartre. Alors, je ne vais pas citer les publications qui sont nombreuses, les ouvrages, et puis cet ouvrage qui vous revient à vous deux, dont j'ai déjà dit un mot, mais enfin, le professeur Malinge est l'auteur d'articles, d'ouvrages, de contributions extrêmement importantes, peut-être une que je cite parce qu'elle est toute récente. C'est un très bel article sur Simone de Beauvoir. On parle aujourd'hui beaucoup, pour les questions de féminisme, de Simone de Beauvoir, et je vous renvoie à cet article qui est un article profond sur la philosophie de Simone de Beauvoir, article qui a été publié dans les archives de philosophie, donc il y a quelques semaines, et qui essaye justement de comprendre quelle est pour Simone de Beauvoir, mais sur le plan de l'action, la situation de la femme. Et donc, il tente de montrer dans cet article comment Beauvoir déplace une thèse sartrienne, la thèse de la liberté en situation, pour précisément alors critiquer les questions de l'aliénation et de la domination, mais telles qu'elles sont vécues par les femmes. Et c'est un article qui se conclut d'ailleurs par un ensemble de propositions que Johann a intitulé « Propositions pour la libération des femmes ». C'est un très bel article scientifique, mais c'est aussi un article éminemment prospectif. Alors, il est membre aussi de beaucoup de sociétés savantes, notamment la Société française de philosophie, prestigieuse société parisienne, mais il est surtout, et je me limiterai à ça, cher Johann, vous me pardonnerez de ne pas pouvoir tout dire, mais il est donc le directeur aussi d'une revue très intéressante qui s'appelle Implication philosophique. C'est une revue qui est en ligne et c'est une excellente revue parce que ce sont d'excellents contributeurs qui participent à ce travail, et Johann en est actuellement donc le directeur de rédaction, et il prend beaucoup de temps et beaucoup de son énergie pour justement faire en sorte qu'il y ait une implication, pour reprendre le titre de la revue, de la philosophie dans la société. Vous voyez donc que les conférenciers de ce soir ne sont pas des intellectuels fermés dans une tour d'ivoire, ce sont des femmes et des hommes qui sont dans la société et qui entendent y faire résonner quelques propositions philosophiques. Alors, ce soir, donc, ce cycle s'ouvre, il se prolonge demain, puis il se prolonge aussi la semaine prochaine. Et cette conférence introductive d'Hélène et de Johann s'intitule « À la recherche du bonheur ». Comme toujours, après ce temps de conférence, il y aura un temps pour les questions, pour les réponses, pour les observations. La parole va circuler dans cette salle et les micros seront là et vous pourrez profiter de la présence de nos deux conférenciers. Et nous terminerons cette soirée autour... En tout cas, à la recherche du bonheur, nous la terminerons, comme d'habitude, pour 19h. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence ce soir et déjà par avance une excellente conférence. Bonsoir à toutes et à toutes. Je voudrais d'abord remercier aussi Jean Leclerc pour sa présentation très aimable et généreuse, et vous remercier tous pour votre présence ici. Dans ce qui est, comme l'a dit Jean Leclerc, la conférence introductive d'un cycle de 4 conférences. La deuxième se tient demain. Bernard Sèvres parlera du bonheur chez Michel de Montaigne.
abordant une préoccupation qui est partout présente dans les essais, sans que Montaigne y consacre un chapitre particulier des essais. Et donc Bernard Sèvres recueillera avec vous les pensées dispersées dans l'ensemble de l'ouvrage de Montaigne pour approcher le bonheur. La troisième aura lieu mercredi prochain. Et cette fois-ci, c'est Blaise Benoît qui présentera le bonheur dans la philosophie nietzschéenne. Friedrich Nietzsche critique vigoureusement le bien-être, la quête du bien-être qui affadit la vie parce qu'elle refuse d'en accueillir toutes les dimensions et il invite à s'élever à une perspective d'acceptation de la vie dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire même dans la souffrance et dans le déchirement qu'elle suppose. Comme notre propre conférence, vous verrez qu'entre ces deux perspectives, il y a toute une rupture fondamentale qui est celle dont nous parlerons nous aussi, qui est celle de la modernité, puisque Montaigne est largement héritier des philosophes antiques, tandis que Nietzsche répond largement aux philosophes de son temps, et notamment aux philosophes utilitaristes, qui font de la quête du bien-être un but individuel et collectif. Enfin, jeudi de la semaine prochaine, jeudi 21, Raphaël Ersam évoquera le bonheur dans la philosophie de Simone de Beauvoir. Dans ses textes autobiographiques, Beauvoir se dit douée pour le bonheur. Elle raconte des marches par exemple dans les environs de Marseille, dans le parfum qui accompagne son effort physique et qui serait donc une expérience à la fois de la liberté et du bonheur. Comme nous l'évoquerons mais brièvement, et comme vous le verrez plus longuement avec Raphaël Ersam, dans le deuxième sexe notamment, elle décrit le bonheur, elle dénonce plutôt l'aliénation par laquelle le bonheur domestique est présenté comme le seul horizon de la vie des femmes. Avant que vous abordiez donc avec ces différents conférenciers ces perspectives singulières, nous voudrions réfléchir avec vous ce soir sur le problème que constitue le bonheur pour la philosophie, en abordant ensemble deux problèmes cruciaux, qui seront donc les deux temps de notre conférence, et qui sont le point de départ de l'anthologie à laquelle nous travaillons tous les deux, qui recueille des textes philosophiques sur le bonheur. Ce sont des problèmes qui engagent les rapports de la philosophie et du bonheur, donc à la fois des problèmes cruciaux dans l'histoire de la philosophie, mais aussi des problèmes pour l'expérience que nous pouvons faire dans notre existence du bonheur. Le premier problème que nous allons aborder aujourd'hui est la question suivante. Le bonheur est-il le souverain bien ? Notre premier problème concerne la place et le rôle que le bonheur occupe dans notre existence. Le démonisme est une philosophie qui soutient que le bonheur est le souverain bien, qu'il est le but de la vie morale. Une telle philosophie prend la forme d'une sagesse éthique qui propose des moyens pour mener une vie bonne. Cependant, ce lien entre le bonheur et la vie morale, les bonnes intentions et les bonnes actions, n'a rien d'évident. Il repose sur des présupposés métaphysiques et anthropologiques sur la nature humaine. Nous essaierons donc de mettre au jour ces présupposés et d'en proposer une critique. Il ne va pas de soi que la vie bonne, moralement, mène au bonheur, ni que pratiquer la vertu soit le but de la nature humaine. Nous montrerons alors qu'une rupture s'opère à partir du XVIIe siècle. Le bonheur doit-il être recherché par-dessus tout ? La vie morale ne doit-elle pas être pensée sans donner au bonheur un rôle fondamental ? Si l'on répond positivement à cette question, si l'on distingue la volonté de faire le bien de celle d'accéder au bonheur, alors comment fonder la morale ? Et quelle est la nature du bonheur que nous recherchons ? Comme vous le comprenez, cette première partie de notre conférence a des enjeux qui ne sont pas seulement historiques, mais également conceptuels et existentiels.
Ces problèmes sont encore les nôtres aujourd'hui, quand nous nous interrogeons sur les moyens d'être heureux. Dans le second temps de notre conférence, nous nous demanderons si nous devons nous défaire de nos illusions pour être heureux. Le problème est double. C'est d'abord un problème qui concerne la nature du bonheur, et donc la question de savoir si le bonheur est lui-même une illusion. Secondairement, c'est un problème qui concerne les moyens d'atteindre le bonheur. La question est alors de savoir si entretenir les illusions que nous nous faisons spontanément est un moyen efficace d'atteindre le bonheur. Dans cette seconde partie, nous voudrions mettre à l'épreuve l'idée de perfection qui est incluse dans la notion de bonheur, en le qualifiant de souverain bien, ce que nous verrons dans la première partie, en insistant sur son idéalité, on peut douter qu'il soit réel. Dans cette perspective, nous nous demanderons si le bonheur n'est pas une illusion que nous projetons, et d'où vient alors cette illusion et à quoi elle sert. À ce problème, donc, comme je le disais, s'ajoute celui de savoir si pour atteindre le bonheur, nous avons besoin des illusions, et contre un rejet hâtif des illusions, nous en ferons un éloge paradoxal. Toutefois, en cherchant à mesurer les effets sur le monde, et non seulement les effets subjectifs de l'illusion, nous nous demanderons si ce ne sont pas des moyens purement individuels qui, en fait, empêchent d'être véritablement heureux. Nous montrerons alors que pour parvenir collectivement au bonheur, nous devons dépasser le caractère idéal de l'illusion pour découvrir les moyens réels de l'émancipation. Alors, commençons par cette première partie que nous avons intitulée « Vous qui entrez ici, prenez toute espérance », partie dans laquelle nous nous demanderons si le bonheur est le souverain bien. Dans la première section de cette première partie, nous analyserons justement ce concept de souverain bien, un concept central dans l'histoire de la philosophie, et dont la richesse permet de comprendre quelle place le bonheur peut occuper dans notre vie et comment nous pouvons penser le rapport entre le bonheur et nos actions, en particulier nos actions morales. Pour mener ces analyses, nous étudierons successivement le premier livre de l'Éthique à Nicomachie d'Aristote, puis la Lettre à Ménécée d'Épicure. Commençons donc, première section de cette première partie, que nous avons intitulée « Le bonheur est la fin ultime de nos actions et le bien complet ». Ah oui, pardon, c'est celle-ci. Quand nous observons les activités humaines, nous sommes frappés par la diversité des buts et des fins que nous visons, selon les personnes et selon les moments. Une personne se consacre à l'étude, une autre à l'action politique, par exemple. Une même personne, d'ailleurs, peut à certains moments faire de la musique, puis à un autre moment travailler à s'enrichir, et encore à se consacrer à sa famille. Ici, la fin ne doit pas être comprise comme le terme temporel de quelque chose, mais comme un objectif, un but, l'état d'achèvement d'une activité. La fin n'est donc pas ici un moment donné, c'est ce qui oriente l'activité en exerçant une attraction. La fin nous attire et elle fait agir la personne pour chercher à l'atteindre. Aristote, ce philosophe antique, est un penseur finaliste. Il construit une philosophie qu'on peut qualifier de téléologique. En grec ancien, télos signifie la fin. Donc une philosophie téléologique pour laquelle la finalité de quelque chose explique son existence. Cela vaut aussi bien pour les choses que l'on fabrique que pour les êtres vivants, selon Aristote. Par exemple, on fabrique une théière pour faire infuser le thé et servir des tasses de thé, parce que déguster le thé, c'est la fin. Donc, déguster le thé, c'est donc la fin qui explique la fabrication d'une théière. Il en va de même pour les êtres naturels. Le pommier grandit, il bourgeonne, il fleurit en vue de produire des pommes. Mais alors, quelles sont les fins qui orientent les activités humaines ? Dans un premier temps, dans le livre 1 de son Éthique à Nicomachie, Aristote recense les opinions reçues de son temps. Selon certains, nos activités sont réalisées en vue du plaisir. Pour d'autres, nous agissons pour obtenir la richesse. Et pour d'autres encore, nous agissons pour satisfaire nos intérêts. On voit bien d'ailleurs autour de nous, certains agissent
pour devenir riches, d'autres pour se faire plaisir, d'autres encore pour atteindre la vertu, etc. Mais est-ce que ces différentes fins sont égales? Sont-elles égales entre elles? Pour Aristote, non. Il n'y a pas d'égalité entre ces fins. D'abord, certaines fins ne sont pas recherchées pour elles-mêmes. Elles le sont en vue d'autre chose, et cette autre chose serait meilleure. Il y a donc une hiérarchie des fins. Les moyens et les fins intermédiaires sont subordonnés aux fins visées à travers eux. Par exemple, la richesse, qui pourrait sembler être une fin dernière, est en fait un moyen en vue d'autres fins, telles que s'acheter des vêtements ou bien s'acheter des ustensiles de cuisine, par exemple, ou encore voyager. Cependant, si quelqu'un achète par exemple une casserole ou un plat, c'est en vue de préparer des repas. Et s'il prépare des repas, c'est en vue de se nourrir ou de le partager avec des amis. Certes, chacune de ces fins a une valeur, mais elle est relative. En apparence, il y a donc une grande diversité de fins, de buts. Doit-on en rester à cette multiplicité ou bien peut-on dégager une unité de ces activités? Aristote soutient qu'il existe une unité des activités humaines qui leur est conférée par leur visée. Non seulement chaque activité est orientée vers un bien, l'objectif de nos activités peut être le savoir, la santé ou la richesse, par exemple, mais directement ou indirectement, à travers chacune de nos activités, nous visons en réalité le bonheur. La richesse, le plaisir, la connaissance sont des fins que nous recherchons à travers nos actions, mais elles sont dépassées par le bonheur comme but ultime. On peut alors soutenir que le bonheur est le bien suprême, en un double sens. C'est le dernier, au-delà duquel il n'y a pas d'autre fin, et surtout c'est le plus haut, celui qui a le plus de valeur. Il joue donc un rôle fondamental dans toutes nos activités qui, ultimement, visent notre bonheur. Cela peut sembler étonnant tout de même, parce que cela laisse penser que les fins intermédiaires, avoir la santé, être riche, ne sont que des moyens. Pourtant, il y a des actions que nous accomplissons en vue d'elles-mêmes, et non pour être heureux. Ce sont des actions que Aristote qualifie d'autotéliques. Auto, en grec ancien, ça veut dire à part soi-même, et télos, toujours la fin. Donc autotéliques qui sont à elles-mêmes leur propre fin. Il y aurait des activités qui seraient telles. C'est le cas en particulier des bonnes actions, des actions morales que nous accomplissons. Par exemple, agir avec générosité, c'est aider autrui, même si aucun avantage n'en résulte pour nous. Cela peut même être difficile, et nous ne le faisons pas pour obtenir le bonheur, nous le faisons par générosité. Cependant, pour Aristote, être généreux contribue aussi au bonheur. Certes, l'action généreuse a sa fin en elle-même, mais en étant vertueux, nous accomplissons une excellence propre à la nature humaine. Nous faisons une action qui accomplit une certaine perfection morale. Et cette perfection participe au bonheur. Il faudrait donc mettre en acte les différentes perfections qui caractérisent les êtres humains. Et Aristote nomme ces perfections des vertus. Elles peuvent être morales, telles que la justice, le courage, la générosité par exemple, mais elles peuvent aussi être intellectuelles, ces vertus, la sagesse théorique ou encore la prudence. Prudence que Aristote entend comme la capacité de bien juger pour bien agir. Tous ces biens, toutes ces vertus sont des ingrédients du bonheur qui les enveloppent. On peut maintenant encore préciser la place du bonheur dans nos existences. Ce n'est donc pas seulement la fin dernière, celle qui a le plus de valeur, c'est aussi le bien complet, parfait, auquel rien ne manque. C'est ce qui constitue le souverain bien. Cette perfection, justement, explique que le bonheur soit désirable. Aristote en trouve la confirmation dans le fait que le bonheur semble se suffire à lui-même. Cette autosuffisance marque sa primauté. Celui ou celle qui atteint le bonheur n'a plus aucun besoin ou désir autre que celui d'exercer les activités constitutives du bonheur, c'est-à-dire les différentes perfections et vertus morales et intellectuelles. Si cette personne continue à exercer les activités nécessaires au bonheur, elle est dans un état stable de félicité. Elle ne manque de rien, sa vie est comblée.
Le bonheur, selon Aristote, est donc une continuité dynamique à laquelle il faut contribuer continuellement par des actions qui réalisent les différentes perfections humaines. L'école philosophique d'Aristote, le lycée, peut être donc dite eudémoniste. En grec ancien, eu signifie bien et daimon, divinité. Eudémonia est donc le terme grec que nous traduisons par bonheur. Donc, pour cette école philosophique, eudémoniste, donc, toutes nos actions ont pour fin le bonheur, qui est le souverain bien. En général, les écoles philosophiques antiques s'accordent sur cet eudémonisme. Elles se définissent elles-mêmes comme des sagesses visant à mener une vie bonne, mais elles diffèrent quant à la nature du bonheur et quant aux moyens de l'atteindre. Certains commentateurs d'Aristote pensent qu'il défend une version exclusive du bonheur, qui pourrait résider dans une vie passée uniquement à développer ses connaissances, une vie consacrée aux activités théoriques. D'autres commentateurs pensent qu'il propose une interprétation inclusive du bonheur. Et nous sommes plutôt de ce côté-ci. Aristote défendrait l'idée que les différentes perfections humaines doivent être mises en acte au cours de l'existence. Non seulement l'activité théorique, mais aussi toutes les autres perfections humaines dont j'ai parlé, les valeurs morales et les perfections intellectuelles. Il défend ainsi un eudémonisme par l'exercice de ces différentes vertus humaines, les vertus morales et les vertus intellectuelles. Vous l'aurez compris, selon Aristote, le bonheur occupe la première place dans notre existence et il est lié aux vertus, notamment aux vertus morales. Pour faire son bonheur, il faut exercer les différentes vertus humaines au cours de notre existence. Concrètement, cela signifie qu'il faut faire le bien en étant juste, généreux, courageux, etc., mais aussi agir avec prudence et réflexion et chercher à développer ses connaissances. Mener une vie heureuse consiste ainsi à réussir sa vie, puisqu'on accomplit ses perfections, non pas au sens d'obtenir une position sociale particulière, mais justement en réalisant les perfections de la nature humaine. C'est une conception exigeante des moyens d'être heureux. Tout en conservant sa place fondamentale dans nos vies, ne serait-il pas possible de viser un bonheur plus simple et plus accessible ? Pour tenter de répondre à cette question, tournons-nous vers une autre forme de démonisme, celle d'Épicure. Donc, venons-en donc à cette forme particulière de démonisme qu'on appelle l'hédonisme. Épicure développe également une philosophie eudémoniste. Il exprime de manière synthétique, d'ailleurs, les deux caractéristiques essentielles du souverain bien, la complétude et le caractère ultime. C'est la citation que vous voyez ici. Il faut consacrer ses soins à ce qui produit le bonheur, tant il est vrai que lorsqu'il est présent, nous avons tout, et que lorsqu'il est absent, nous faisons tout pour l'avoir. Fin de citation. Comme Aristote, Épicure soutient que le bonheur est un bien souverain qui commande la réalisation de toutes nos actions. Par exemple, si nous désirons dîner avec des amis ou voyager, c'est parce que cela contribue à notre bonheur. Pour lui aussi, la fin n'est pas un terme temporel, extérieur à l'activité. La fin existe au cours de la réalisation de l'action. Par exemple, c'est pendant que nous dînons avec des amis ou pendant que nous voyageons que nous sommes heureux. Et si le souverain bien est un idéal, il n'est pas pour autant extérieur à la vie humaine, mais il peut être réalisé en celle-ci, dans cette vie-ci. Reste à savoir alors comment atteindre le bonheur et quelle forme il prend. Et sur ces deux questions, la philosophie d'Épicure diffère de celle d'Aristote. Pour les eudémonistes, ou pour les eudémonismes, la philosophie d'Épicure est originale. Il soutient une forme d'hédonisme, selon laquelle le bonheur est atteint en recherchant le plaisir et en évitant la souffrance. Mais quel type de plaisir faut-il rechercher ? Pour Épicure, c'est le plaisir en repos, c'est-à-dire l'absence de trouble pour le corps, ce qu'il appelle aponie, et absence de trouble pour l'âme, ce qu'il appelle ataraxie. Et cet état d'aponie et d'ataraxie dans lequel le sujet se trouve, eh bien, c'est un état dans lequel il se sent parfaitement bien. Et il faut distinguer le plaisir en repos du plaisir cinétique, ou plaisir en mouvement, que nous éprouvons lorsque nous comblons un manque. Je prends un exemple. Manger quand on a faim procure un plaisir en mouvement.
Il fait disparaître la souffrance. Il conduit à être rassasié, et c'est le plaisir en repos. Ce plaisir en repos est supérieur parce qu'il est complet et autosuffisant. Certes, il ne dure pas, il se dégrade doucement jusqu'à une certaine souffrance. Dans notre exemple, le sentiment d'être rassasié s'estompe progressivement jusqu'à ce que de nouveau nous ayons faim. Nous allons alors manger, ce qui donne un plaisir en mouvement, jusqu'à la satiété, plaisir en repos qui est complet, etc. Ainsi, Épicure ne prône pas du tout une vie de débauche qui démultiplie les plaisirs. Il recommande une vie sobre. En effet, dans celle-ci, nous cherchons à satisfaire les désirs naturels, qui sont limités, en nous détournant des désirs non naturels, qui ne sont pas nécessaires, et qui sont par essence illimités, comme le désir de la richesse, par exemple, ou de la gloire. Si riches et célèbres que nous soyons, par exemple, nous désirons toujours l'être plus, et cela nous inquiète et nous fait souffrir. Donc il ne faut pas désirer ce genre de désir. Selon Épicure, au contraire, le sage, c'est celui qui modère ses désirs. Il est prudent au sens précis où il sait bien juger et bien agir. Il n'accomplit que des actions qui sont bonnes parce qu'elles servent à atteindre le plaisir en repos et à éviter la souffrance. Il existe alors un cercle positif entre la vertu morale et le plaisir. En étant vertueux, en faisant le bien, nous éprouvons le plaisir, ce qui nous incite à persévérer dans la vertu. Au terme de ce premier moment, on comprend que pour une philosophie eudémoniste, le bonheur est une fin ultime de nos actions, ce vers quoi nous tendons et ce vers quoi nos actions tendent. Toutefois, parmi les philosophes eudémonistes, il y a des divergences quant à ce qui fait notre bonheur et à la manière dont il est vécu. Chez Épicure, la prudence est la vertu morale cardinale qui permet de bien agir, c'est-à-dire d'accomplir des actions qui nous conduisent vers le plaisir en repos et nous permettent d'éviter la peine. Chez Aristote, la prudence est une des vertus, elle est cardinale, mais c'est une des vertus, une des perfections humaines qu'il faut accomplir. D'autres perfections humaines, comme la justice, le courage, la sagesse, sont aussi nécessaires pour atteindre le bien complet. Malgré ces différences, les deux philosophies convergent en soutenant que la vie heureuse est une vie morale. Ainsi, bien agir, c'est faire son bonheur. Pour terminer, il faut dire que le bonheur recherché par ces deux philosophies n'a pas la même nature. Chez Épicure, le plaisir en repos consiste dans une absence de trouble du corps et une absence d'inquiétude de l'esprit, ce que j'avais qualifié tout à l'heure d'aponie et d'ataraxie. Chez Aristote, le bonheur réside dans le contentement éprouvé à l'exercice parfait de nos qualités morales et intellectuelles. Ce qu'Aristote désigne ainsi, je le cite, « Le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu. » Fin de citation. Le bonheur est donc ressenti dans l'activité elle-même et il prend la forme d'une idée qui dure autant que l'activité. C'est la bonne opinion que l'on a de soi. Ce contentement n'est pas une simple vanité, une forme d'amour-propre, il est légitime puisque le sujet est effectivement vertueux. Le contentement de l'âme ne doit pas être pensé sur le modèle du plaisir du corps, parce que ce serait toujours ainsi le définir comme un état causé par autre chose, mais jamais en lui-même. Le bonheur existe dans l'activité de nos perfections. Qu'en est-il alors du plaisir ? Aristote soutient que le plaisir s'ajoute à l'activité parfaite et en favorise la continuation. Même s'il ne fait pas la valeur d'une activité, le plaisir est associé à l'effort que demande cette activité et il la rend plus désirable. Il nous encourage à la faire durer. Ainsi, le bonheur comporte une dimension de passivité. Même si l'intention de l'individu est de réaliser sa vertu, il ressent par surcroît que son activité lui est agréable. Venons-en maintenant à la mise au jour des présupposés et des critiques du souverain bien. L'exposé de ces théories philosophiques mériterait d'être développé. Concentrons-nous sur les points qui concernent notre problème, à savoir quelle est la place du bonheur dans notre existence et quel est son lien avec la moralité.
La première critique concerne la limitation des désirs, que nous avons envisagé avec Épicure, ce que soutient également Aristote. Pour Aristote comme pour Épicure, un désir illimité recèlerait une contradiction, dans la mesure où il tendrait vers un but, la satisfaction, mais cette satisfaction lui échapperait du fait qu'il y aurait toujours quelque chose à désirer. Dès lors, la satisfaction ne serait jamais complète, nous ressentirions toujours le manque. C'est ce qui arrive, et je le disais déjà, ce qui arrive quand nous désirons être riches ou célèbres. Malgré notre enrichissement ou notre notoriété, nous voulons l'être toujours plus, et nous n'en sommes jamais satisfaits. Dans une telle perspective, la modération des désirs est une vertu. Selon Épicure, la sagesse commande de se concentrer sur les désirs naturels et en particulier ceux qui sont nécessaires. Ils sont bons pour nous, ces désirs, parce qu'ils sont donnés par la nature et ils sont simples à satisfaire. Le souverain bien constitue donc une limite au désir. Si nous reconnaissons qu'Épicure propose un idéal de sagesse, nous pouvons néanmoins contester la description anthropologique sur laquelle il se fonde. C'est ce que fait notamment le philosophe anglais Thomas Hobbes, qui soutient que, puisque le désir a une nature dynamique, il faut accepter son illimitation, il ne faut pas chercher à la modérer. Le désir court d'un objet à un autre sans se fixer. Cesser de désirer, c'est tomber dans l'ennui, ou voire tomber dans la mort. Ériger en idéal de la sagesse entendue comme une modération serait alors illégitime parce que la modération va à l'encontre du mouvement même de la vie. Et Hobbes compare l'ensemble de la vie humaine avec une course. Je le cite, « Cette course, nous devons supposer qu'elle n'a d'autre but ni d'autre couronne de récompense que le fait de chercher à être le plus en avant. Et en cette course, continuellement être dépassé, c'est misère, continuellement dépasser celui qui est devant, c'est félicité. Et abandonner la course, c'est mourir. » Fin de citation. Le bonheur consiste donc en un mouvement, un dépassement renouvelé de soi-même et des autres, et non dans un état stable de satisfaction. Modérer ses désirs, c'est mourir, parce que la vie consiste à laisser courir nos désirs et tenter de les réaliser. Le bonheur ne passe pas par la vertu de modération, ni par les actions morales en général. Évidemment, une telle anthropologie pose aussi des problèmes, notamment le fait que les êtres humains sont en concurrence entre eux. C'est la fameuse course, ce qui conduit à ce que Hobbes appelle la guerre de chacun contre chacun. Hobbes propose une solution, l'institution d'un État capable de garantir la sécurité des citoyens, mais nous allons ne pas développer ce point ici. Ce qui est important de comprendre, c'est la rupture radicale qui se produit à l'époque moderne avec Hobbes. Un abandon de l'eudémonisme, de sa sagesse et de sa conception du bonheur. Une deuxième critique, liée à la première, qui porte sur la structure du désir, concerne le finalisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le bonheur est le but de nos désirs, que c'est lui qui oriente nos actions. Plusieurs philosophes critiquent cette perspective téléologique qui opère un renversement entre le désir et le bien. Le bien n'a pas de position suprême, il n'existe pas indépendamment du désir. Et je voudrais citer cette phrase de Spinoza, « Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. » Fin de citation. Il n'existe donc pas de bien transcendant qui oriente le désir humain. C'est le désir qui pose des valeurs de manière immanente. Néanmoins, nous n'en sommes pas conscients et nous croyons que nous désirons une chose parce qu'elle est objectivement bonne. En réalité, cependant, le désir est premier. Le jugement n'intervient qu'après coup. L'activité n'a pas besoin d'une fin pour que le sujet l'éprouve comme heureuse. Enfin, troisième critique, troisièmement, nous pouvons contester l'objectivité de la hiérarchie des valeurs, qui est une condition du souverain bien. Pour Aristote et pour Épicure, le fondement de la hiérarchie des biens est la nature. Ce terme de nature désigne à la fois le monde ordonné dans lequel nous vivons et plus particulièrement les qualités humaines, la nature humaine, qui se trouve parfaitement réalisée, les qualités humaines. Et cette nature se trouve parfaitement réalisée si nos actions sont orientées vers le souverain bien. Cependant, on peut encore se demander
Quelle est l'origine de cette hiérarchie? D'où vient-elle, au fond? C'est ce que recherche une perspective généalogique, celle qui interroge l'origine plutôt que le fondement. Et cette enquête généalogique conduit à contester l'existence d'une hiérarchie objective et absolue entre les biens. La hiérarchie faite par Épicure et Aristote n'a rien de naturel. Au contraire, elle est construite par des individus. Ils prétendent qu'une valeur domine toutes les autres, qu'elle est donnée par la nature, alors qu'en fait, ce sont eux qui construisent cette hiérarchie. Cette construction les rassure, elle leur évite de se questionner sur la complexité de la vie, sur les conflits qui peuvent apparaître entre les différentes valeurs. Ne faudrait-il pas, au contraire, assumer la pluralité des valeurs et leur relativité à une perspective singulière? C'est ce que défend un philosophe comme Nietzsche, dont Blaise Benoît vous entretiendra la semaine prochaine. Alors, nous en venons au troisième temps de la première partie, c'est-à-dire à la réélaboration de la notion de souverain bien par Kant, ce pourquoi, et surtout et d'abord à la séparation radicale du bonheur et de la moralité qui caractérise la philosophie kantienne. L'alliance entre bonheur et moralité n'est jamais allée de soi. Si Socrate s'évertue à démontrer que le méchant est nécessairement malheureux, c'est bien parce que ça ne va pas de soi. Néanmoins, on pourrait dire que Socrate pose une union de droit entre la moralité et le bonheur dans la notion de vie bonne, donc indissolublement la vie morale et une vie heureuse, et qu'ils discutent leur union de fait. En revanche, Kant, qui est un des penseurs fondateurs de la modernité philosophique, sépare en droit la vie morale et la vie heureuse et affirme que chacun de ces deux buts est radicalement différent de l'autre. Nous ne pouvons pas développer amplement la philosophie morale kantienne, mais j'en retiendrai simplement ce qui concerne directement le bonheur, notamment dans ses rapports à la moralité. J'en viens au premier temps, donc l'indépendance de la morale à l'égard du bonheur. Dans la fondation de la métaphysique des mœurs, qui est un ouvrage qui paraît en 1785, Kant établit que la loi morale commande de manière absolue et inconditionnée. Autrement dit, inconditionnée. Nous devons faire notre devoir, même si cela implique d'aller contre ce qui nous fait plaisir, de renoncer à ce à quoi notre sensibilité nous incline. Cette affirmation du caractère inconditionné du devoir entraîne le caractère conditionné de la quête du bonheur. L'obéissance à la loi morale doit être absolue et par conséquent tout le reste, notamment ce qui nous permettrait d'atteindre le bonheur, est relatif. C'est la moralité et non le bonheur qui est le bien suprême, pour reprendre les termes qu'employait tout à l'heure Johann à propos d'Aristote. Donc c'est la moralité qui est le bien suprême auquel les autres biens doivent être subordonnés. Seule l'obéissance à la loi morale est, dans les termes de Kant, un impératif catégorique, tandis que tous les autres impératifs sont hypothétiques, c'est-à-dire qu'ils ne prescrivent une action que dans l'hypothèse où on cherche à atteindre telle ou telle fin. Cependant, le bonheur n'est pas une fin parmi d'autres, mais une fin nécessaire pour l'être humain. Je reviendrai sur les impératifs ensuite. Une fin nécessaire subjectivement. Tout être humain désire nécessairement le bonheur, c'est-à-dire qu'il désire la satisfaction de toutes ses inclinations. C'est la définition que propose Kant, la satisfaction de toutes nos inclinations. La nécessité de la visée du bonheur conduit Kant à distinguer, au sein des impératifs hypothétiques, les règles de l'habileté, qui prescrivent de mettre en œuvre certains moyens en vue d'une fin simplement possible. Donc, par exemple, je peux choisir de faire des boomerangs, auquel cas je dois mettre en œuvre certains moyens, notamment battre des blancs en neige. Je peux choisir d'accrocher un tableau au mur, et ça demande une certaine technique. Donc tout ça relève des règles de l'habileté. Mais il distingue, donc, parmi les impératifs hypothétiques, d'une part les règles de l'habileté, d'autre part les conseils de la prudence, qui prescrivent certains moyens en vue d'une fin qui, dans les termes de Kant, est donnée,
au sens où notre nature sensible fait que nous la visons nécessairement. Et cette fin, c'est le bonheur. Kant distingue donc 3 types d'impératifs. Les impératifs moraux, qui sont les seuls impératifs catégoriques. Et parmi les impératifs hypothétiques, il distingue les impératifs techniques ou règles de l'habileté et d'autre part les impératifs pragmatiques ou conseils de la prudence. La prudence ne peut donc donner que des conseils, elle ne commande pas. C'est bien ce qui la distingue de la moralité. Kant a donc établi que la recherche du bonheur et l'accomplissement du devoir sont hétérogènes, qu'ils obéissent à des principes radicalement différents. À la question « que faut-il faire ?», qui est une question que Kant pose lui-même, Kant répond clairement « il faut faire ce que commande la loi morale, même si cela entre en conflit avec les inclinations sensibles par lesquelles le sujet tend au bonheur ». Cependant, il faut se garder de caricaturer la position de Kant en faisant le tenant d'un rigorisme moral qui ne prendra en considération que le devoir et négligerait totalement le bonheur. Au contraire, il reconnaît le caractère inéluctable de la quête du bonheur, puisque, comme je l'ai dit, les êtres sensibles que nous sommes cherchent nécessairement à l'atteindre. Si nous ne pouvons pas ne pas viser le bonheur, n'entre-t-il pas dans les tâches du philosophe de déterminer ce qui le rend heureux ? Nous l'avons vu, donc, la détermination de ce qu'est la vie bonne est l'objectif majeur des éthiques antiques. Mais Kant s'attache, dans la fondation de la métaphysique des mœurs, à montrer que cet objectif est vain. Le bonheur est certes un idéal, c'est-à-dire une fin que nous visons nécessairement, mais c'est, dans les termes de Kant, et c'est donc mon 3e point, le bonheur est un idéal de l'imagination. Donc c'est un idéal de l'imagination et non un idéal de la raison, l'idéal de la raison étant universel, tandis que l'idéal de l'imagination a des éléments, et donc le bonheur, pour Kant, les éléments du bonheur sont empiriques, c'est-à-dire découverts dans l'expérience et par conséquent propres à chaque individu, et il est donc impossible, d'une part, de les déterminer a priori, et d'autre part, mais par conséquent, de prescrire à quelqu'un comment il pourrait être heureux, d'élaborer une méthode ou de donner une recette pour être heureux. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un comment il doit faire pour être heureux, on ne peut que lui donner des conseils. L'idéal de l'imagination se distingue d'un idéal de la raison qui, lui, pourrait servir d'idéal régulateur, de norme sur laquelle tous nous pourrions nous régler. Alors, on peut se demander si ça signifie qu'il faut renoncer à la notion de souverain bien, ou alors si cela signifie qu'il faut identifier le souverain bien avec la loi morale. Kant réélabore de manière considérable le souverain bien. On pourrait se demander si un être humain qui accomplit parfaitement son devoir, qui serait conscient d'être digne du bonheur et qui cependant serait malheureux, cet être espère sans doute une amélioration de son sort. Et donc, en quelque sorte, il ne se contente pas simplement de la moralité et de faire son devoir. Dès la critique de la raison pure, donc celle qu'on appelle la première critique, la critique de 1781, Kant répond que chacun a sujet d'espérer, c'est une citation, chacun a un sujet d'espérer le bonheur dans l'exacte mesure où il s'en est rendu digne par sa conduite. À la question « Que m'est-il permis d'espérer ?», qui est une autre question kantienne, il répond donc que la raison forme nécessairement l'idée de souverain bien qui lie la moralité et le bonheur, et que la volonté prend cette idée pour objet, c'est-à-dire s'efforce de la promouvoir. Loin de rejeter donc le concept de souverain bien, ou de l'identifier purement et simplement, comme on pourrait le penser au premier abord, à la loi morale, Kant le reformule, le réélabore dans la critique de la raison pratique, qui est publiée en 1788, donc celle qu'on appelle la deuxième critique. Le problème pour Kant est de savoir comment articuler la moralité d'une part et la quête du bonheur d'autre part, sans annuler la pureté de la moralité, qui s'affranchit de toute considération de l'intérêt personnel et donc du bonheur. Kant, ici, distingue ce que Aristote et Johann avec Aristote avaient unifié, c'est-à-dire Kant distingue d'une part le bien suprême et d'autre part le bien complet. Donc il distingue le bien suprême qui est le devoir, supérieur à toute autre considération, et le bien complet est lui constitué de la liaison de la vertu, c'est-à-dire de la fermeté, dans les termes de Kant,
La vertu, c'est la fermeté dans l'intention d'accomplir la loi morale, ce que prescrit la loi morale. Donc, le bien complet, c'est pas simplement le bien suprême, c'est pas simplement l'accomplissement du devoir, mais la liaison de la vertu avec le bonheur. Donc, ce qui rassemble le devoir et le bonheur. Kant examine une liaison synthétique entre la moralité et le bonheur. L'antinomie de la raison pratique oppose, d'une part, donc il essaie de comprendre le lien entre la moralité et le bonheur, à travers ce qu'il appelle une antinomie, et il oppose ainsi la thèse d'après laquelle le bonheur est la cause de la vertu, à l'antithèse d'après laquelle la vertu est la cause du bonheur. Il établit d'abord qu'il est impossible que la vertu soit la cause du bonheur, étant donné que les commandements auxquels obéit l'une, la vertu, sont indépendants de ce qui pourrait entraîner l'autre, le bonheur. Il n'y a pas de liaison causale systématique entre les deux. Donc c'est impossible que la vertu cause le bonheur. Mais il est absolument impossible que le bonheur soit la cause de la vertu, parce que cela détruirait la pureté de la moralité. En effet, nous aurions alors intérêt à être moraux, ce qui est une contradiction dans les termes pour Kant, car la morale est par essence désintéressée. Il n'est donc pas seulement impossible en fait, il est contradictoire en droit que la morale dépende du bonheur. Donc finalement, c'est la première option, l'option qui était présentée d'abord par Kant comme impossible, qui est la bonne, puisqu'elle n'est pas contradictoire en droit. Dès lors que le souverain bien est nécessairement l'objet de notre volonté, il faut que la première branche de l'alternative soit valable, c'est-à-dire qu'il faut que la moralité puisse être cause du bonheur. Dans l'idéal du souverain bien, les êtres raisonnables, c'est ce que j'ai dit en abordant la question du souverain bien chez Kant, les êtres raisonnables seront heureux à proportion de leur vertu. C'est en ça que consiste le souverain bien. C'est une juste proportion entre la manière dont chacun s'est rendu digne du bonheur et son bonheur effectif. Donc, dans l'idéal du souverain bien, les êtres raisonnables sont heureux à proportion de leur vertu. Et pour Kant, nous ne pouvons penser cet idéal sans le vouloir, c'est-à-dire sans chercher à le promouvoir, la volonté étant distincte du simple désir, c'est la volonté d'agir, disons. Donc nous ne pouvons penser cet idéal sans le vouloir, et donc sans chercher à le promouvoir, même si cette réalisation demande un temps extrêmement long. Pour que l'idéal du souverain bien, auquel notre raison est nécessairement conduite, soit effectif, c'est-à-dire puisse se réaliser dans la nature, il faut postuler, c'est ce qu'établit Kant dans cette section de la critique de la raison pratique, il faut postuler un être capable de garantir cette concordance entre la moralité et le bonheur. Nous devons donc, selon Kant, postuler l'existence de Dieu, que Kant appelle le souverain bien originaire, qui garantit que le souverain bien dérivé, c'est-à-dire cette liaison entre le bonheur et la vertu, qui est conforme aux exigences de la raison, se réalise. Pour reprendre les éléments principaux de la doctrine kantienne et de son importance dans notre exposé, je dirais qu'avec Kant se rompt l'unité de ce qui pour les Grecs constituait la vie bonne, c'est-à-dire l'union du bonheur et de la moralité. Néanmoins, de manière assez surprenante, Kant réhabilite la notion de souverain bien en y incluant le bonheur. Le bonheur ne serait certes pas le bien suprême, mais il constitue néanmoins une partie du bien complet. Nous arrivons ici au terme de la première partie, et nous abordons la seconde, qui est consacrée à une autre question qui, je vais y revenir, n'est pas sans lien avec la première, qui est celle de la valeur de l'illusion et la question de savoir si le bonheur lui-même est une illusion. La seconde partie est donc intitulée « Splendeur et misère de l'illusion ». Insister sur la complétude, la perfection, l'idéalité du bonheur peut faire douter qu'il existe dans la réalité. Le bonheur ne serait-il pas alors une illusion ? Les philosophes du soupçon, selon une expression qui désigne Marx, Nietzsche et Freud, ainsi que nombre des philosophes qui s'en réclament, les philosophes du soupçon mettent en question l'opinion commune, d'après laquelle le bonheur serait l'objet d'une expérience réelle,
pour soutenir que les individus projettent cet idéal dans une autre dimension de leur existence afin de ne pas affronter l'insatisfaction que leur procure la réalité. Après un premier moment de définition de l'illusion, nous nous intéresserons dans le deuxième temps de cette seconde partie à ce qui fait la splendeur, c'est-à-dire à la valeur de l'illusion, avant d'exposer ce qui en fait la misère en développant les critiques que l'on peut formuler du point de vue du bonheur à l'égard de l'illusion. Je commencerai donc par une série de définitions. Et d'abord par ce qu'on peut appeler une définition classique. Donc la définition classique de l'illusion, il reconnaît une représentation fausse qu'il convient de distinguer de l'erreur. En effet, la démonstration de la fausseté d'une erreur entraîne la disparition de la croyance dans celle-ci. En revanche, l'illusion persiste même quand la fausseté est établie. Par exemple, donc exemple très, très classique, une paille plongée dans un verre d'eau ou un bâton plongé dans de l'eau paraît brisé. Cette apparence persiste, même pour l'observateur, qui sait que cette impression d'un bâton brisé tient à la différence des indices de réfraction de l'eau et de l'air. Le bonheur, pour revenir à notre sujet, peut être considéré comme une illusion dans la mesure où la représentation du bonheur comme une totalité absolue persisterait, quand bien même on démontrerait que le monde étant imparfait, un bonheur parfait, entièrement durable et qui exclut toute souffrance, toute imperfection, est impossible. Autrement dit, nous continuerions à croire que le bonheur est possible, quand bien même la réalité le rendrait impossible. La question est cependant de savoir si l'illusion est une erreur qui persiste, enfin une représentation fausse qui persiste, d'où vient la persistance de l'illusion. Je m'appuierai ici sur Sigmund Freud, qui propose une explication de la persistance de l'illusion tout en la redéfinissant. Dans son ouvrage de 1927, qui est intitulé « L'avenir d'une illusion », il la distingue d'une part de l'erreur, d'autre part de la représentation fausse. Premièrement, une erreur est toujours fausse, tandis que l'illusion, dans la représentation freudienne, si elle est souvent fausse, c'est-à-dire si elle est souvent une erreur, ne l'est pas toujours. L'erreur est donc définie par sa non-conformité avec la réalité, tandis que ce qui définirait l'illusion est différent. Pour Freud, ce qui caractérise essentiellement l'illusion, c'est qu'elle est motivée par un plein désir. Donc pour Freud, l'exemple que je donnais tout à l'heure, l'exemple de la paille ou du bâton brisé, est un exemple d'erreur et pas un exemple d'illusion. En revanche, Christophe Colomb, c'est un exemple que prend Freud lui-même, lorsqu'il débarque en Amérique et qu'il croit arriver en Inde, est essentiellement victime d'une illusion, puisqu'il a entrepris tout le voyage dans le but d'arriver aux Indes. Donc il prend son désir pour une réalité, ce serait la définition de l'illusion. Donc ce qui intéresse Freud, ce n'est pas avant tout d'opposer l'illusion à la vérité, mais de comprendre son origine, c'est-à-dire le désir. Le fait d'être motivé par un désir rapproche l'illusion de l'idée délirante. Là encore, je suis Freud. Dans un cas comme dans l'autre, le sujet prend ses désirs pour des réalités. Néanmoins, et c'est la seconde distinction freudienne, c'est la raison pour laquelle l'illusion n'est pas identique à l'idée délirante, il est essentiel à l'idée délirante d'être en contradiction avec la réalité, tandis que celui qui se fait des illusions ne perd pas entièrement la référence à la réalité, mais remodèle ses illusions selon ce qu'il observe et en quelque sorte les adapte aux faits. Alors, dès lors que l'illusion correspond à un désir, elle est par définition satisfaisante. Or, la nature du bonheur est telle qu'il est nécessairement désirable, et par conséquent, il est l'objet paradigmatique de l'illusion. Ainsi, le sujet continue de croire à un bonheur parfait, alors que, quand même, il sait que souffrir est inévitable au cours d'une vie. L'illusion serait donc une projection du désir et une défense de notre esprit contre une réalité douloureuse. J'aborde ici la question de la positivité de l'illusion, mais je voudrais rappeler en préambule que positif s'entend en trois sens, en plusieurs sens. D'abord en un sens laudatif, autrement dit valorisé, qui est le sens qui a retenu le langage courant. Ce qui est positif, c'est ce qui est bon, au sens laudatif. Donc positif s'oppose alors à négatif, au sens de mauvais. Un second sens est un sens ontologique ou logique, qui
qui est neutre axiologiquement, c'est-à-dire qu'il n'est ni valorisé positivement, ni pardon pour la redondance, ni valorisé négativement. Il est neutre axiologiquement. Donc, dans ce sens ontologique, le positif signifie simplement existant par différence avec quelque chose qui n'aurait d'existence que privative. Ainsi, le néant pourrait bien n'avoir aucune positivité, mais être défini simplement comme l'absence d'être. Donc positif s'oppose alors à inexistant. En un troisième sens qui nous intéresse moins ici, que je mentionne simplement par souci, disons, d'exhaustivité, il y a aussi un sens historique, lui aussi neutre axiologiquement. Dans ce cas, positif veut dire posé, institué, par différence avec ce qui serait éternel et non pas posé positif en ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'on parle de loi positive. J'en reviens à l'illusion. Donc l'illusion, au sens classique, apparaît d'abord comme une méprise, une passivité de la perception. Nous recevons des illusions de manière involontaire, sans en être à l'initiative. Néanmoins, alors qu'il est possible de concevoir l'erreur de manière entièrement privative, et l'erreur ne désignerait alors rien de positif, rien de consistant, donc d'existant, le second sens, mais seulement l'absence de la vérité, la persistance de l'illusion suppose une certaine positivité au second sens, donc une certaine effectivité, une certaine existence, une force qui serait propre à l'illusion. Elle ne serait pas alors un néant, mais une force qui s'oppose à l'apparition de la vérité. Rousseau, parmi d'autres, soutient que l'illusion ne vient pas des sens eux-mêmes, donc l'illusion de ce qu'on appelle traditionnellement l'illusion des sens, mais d'une interprétation précipitée ou inexacte des sensations. Dès lors que l'illusion est comprise comme une démarche active, le jugement moral porté sur l'illusion est souvent péjoratif, puisque la persistance qui définit l'illusion la rendrait moins pardonnable que l'erreur. C'est l'adage latin « errare humanum est perseverare diabolicum ». Il est humain de faire erreur, il est diabolique de persévérer. Adage qu'on trouve dans un sermon de Saint-Augustin. Donc, si nous nous faisons des illusions, selon l'expression commune, si c'est une démarche active, nous en sommes d'une certaine manière responsables et nous pouvons être condamnés moralement pour nous être écartés de la vérité. Toutefois, la condamnation d'illusion a elle-même été dénoncée comme un préjugé. En deçà de la question de savoir si le bonheur parfait est une illusion, nous pouvons nous interroger sur la valeur pour le bonheur des illusions que nous formons spontanément, alors même, lorsque nous, ou même que non seulement des illusions que nous formons, mais des illusions que nous entretenons en lâchant la bride à l'imagination. La question est alors de savoir si les illusions sont efficaces pour être heureux. J'en viens au second moment, à savoir la splendeur de l'illusion, ou bien, autrement dit, je vais entreprendre un éloge paradoxal de l'illusion. L'illusion, tout d'abord, est source de plaisir. Si l'illusion a une positivité, c'est aussi parce qu'elle a des effets réels. Donc, si l'illusion a une positivité dans les deux sens, au sens laudatif et au sens simplement de l'existence, une existence, c'est qu'elle a des effets réels. La représentation de l'objet de notre désir comme accessible, voire comme présent, nous réjouit. Une illusion agréable nous procure un plaisir, et ce plaisir n'est pas hétérogène à celui que nous pouvons éprouver, par exemple, dans la sensation. C'est notamment ce que défend un médecin libertin, c'est-à-dire au sens classique, c'est-à-dire libertin, c'est-à-dire affranchi de la religion, Julien Auffray de la Métrie, penseur matérialiste et hédoniste du siècle des Lumières dans son discours sur le bonheur. Donc, voici un extrait du discours sur le bonheur. Nos organes sont susceptibles d'un sentiment ou d'une modification qui nous plaît et qui nous fait aimer la vie. Si l'impression de ce sentiment est courte, c'est le plaisir, plus longue, c'est la volupté, permanente, on a le bonheur. C'est toujours la même sensation qui ne diffère que par sa durée et sa vivacité. J'ajoute ce mot parce qu'il n'y a point de souverain bien si exquis que le grand plaisir de l'amour qui peut être le constituer. La Métrie définit ici le bonheur comme un plaisir rendu durable et même permanent. Entre le plaisir et le bonheur, il n'y a donc une différence de degré dans l'ordre de la durée et dans celui de l'intensité, et non une différence de nature.
La jouissance sexuelle, du fait qu'elle constitue l'acmé du plaisir des sens pour les êtres humains, est identifiée au bonheur parfait, thèse qui contribuera à la réputation sulfureuse de la maîtrise. Au premier abord, la valorisation de l'illusion peut surprendre de la part d'un philosophe matérialiste, c'est-à-dire d'un philosophe qui soutient que tout ce qui existe est fait de matière, par opposition à ceux qui soutiennent qu'il existe aussi des réalités non matérielles, c'est-à-dire des réalités spirituelles. Dès lors que tous les phénomènes s'expliquent par des interactions matérielles, cependant, pour la maîtrise, le bonheur prend son origine dans le corps et plus précisément dans la sensation. Si ce philosophe matérialiste valorise l'illusion, c'est parce que pour lui, celle-ci n'est pas immatérielle. Elle est une combinaison d'idées formées à partir des sensations passées qui procurent une sensation réelle, le plaisir. C'est pour ça que les plaisirs procurés par les illusions seraient du même ordre que les plaisirs de la sensation. La maîtrise est un hédoniste conséquent. Dès lors que l'illusion procure un plaisir, elle est bonne pour celui qui l'éprouve. Il s'agit d'un argument de type conséquentialiste. C'est-à-dire qu'on juge la bonté d'une chose ou d'une action en fonction de ses conséquences, par opposition à un principe déontologique dans lequel on juge d'après sa valeur intrinsèque une action. Donc Kant est le tenant d'une morale déontologique par opposition à une morale conséquentialiste. Donc ici, l'argument de la maîtrise est un argument de type conséquentialiste. Pour savoir si une illusion est bonne, il faut en examiner les effets. Et pour la maîtrise, d'après lui, l'illusion serait doublement positive. D'une part, parce qu'elle a des effets réels. Donc là, c'est le sens, elle est positive au sens neutre axiologiquement. Elle a des effets réels. Et d'autre part, elle a des effets bénéfiques, c'est à savoir le plaisir. Donc il valorise certaines illusions et non pas toutes, celles qui procurent du plaisir. La maîtrise approuve même que la raison, comme faculté calculatoire, se mette au service des illusions plaisantes pour les entretenir et éviter les désillusions. Je sais pas comment est-ce que je dois viser. Je crois que je n'ai pas, de toute façon, je crois que je n'ai pas recopié la citation, pardon. Je la donne simplement. Si la nature nous trompe à notre profit, qu'elle puisse nous tromper toujours, servons-nous de la raison même pour nous égarer. Si nous pouvons en être plus heureux, qui a trouvé le bonheur a tout trouvé. Alors, pardon, d'où est-ce que je dois viser? Oui, le vidéoprojecteur peut-être. Donc je vais faire comme ça. Excusez-moi. Merci. Je vais commencer le précédent. Merci. Alors, j'en viens à un autre auteur du XVIIIe siècle également, Émilie du Châtelet, et donc au deuxième point, qui est elle aussi autrice d'un discours sur le bonheur, le titre est le même que la maîtrise, dans un siècle où les essais sur ce thème se multiplient, et elle soutient que les illusions sont une condition nécessaire du bonheur. L'originalité principale du discours sur le bonheur d'Émilie du Châtelet réside dans l'importance que, contre la tradition rationaliste, du Châtelet accorde à la contribution des passions au bonheur. Les passions étaient largement dévalorisées dans l'Antiquité et l'âge classique comme étant des marques de la passivité de l'esprit, par différence avec la volonté par laquelle l'esprit est actif. Contre les sagesses antiques qui prenaient la modération, du Châtelet soutient au contraire que la sagesse doit conduire à entretenir les passions, car ce sont elles qui nous rendent heureux. Comme la maîtrise, mais en mettant moins l'accent sur la volonté corporelle que sur l'ardeur du sentiment, elle soutient que la première des passions est l'amour. Cependant, le sentiment qu'est l'amour peut ne pas être partagé, et l'illusion secourt parfois celui qui se languit. C'est donc ce qu'elle affirme par exemple ici. Enfin, je dis que pour être heureux, il faut être susceptible d'illusion, et cela n'a guère besoin d'être prouvé. Mais me direz-vous, vous avez dit que l'erreur est toujours nuisible. L'illusion n'est-elle pas une erreur? Non, l'illusion ne nous fait pas voir à la vérité des objets
entièrement tels qu'ils sont, tels qu'ils doivent être pour nous donner des objets agréables, elles les accommodent à notre nature. Donc, la qualité de l'illusion, ça serait d'adapter la réalité à notre nature. L'illusion est donc une des grandes machines du bonheur, au sens où on parle de machine théâtrale, c'est-à-dire d'artifices qui rendent le spectacle plus éblouissant et qui entretiennent ce qu'on appelle l'illusion théâtrale. Donc l'illusion, en quelque sorte, s'entretient elle-même. On peut se demander si l'illusion est efficace parce que nous avons plus de pouvoir sur les productions de notre esprit que sur la réalité. Duchâtelet reconnaît cependant que nous n'avons pas tout pouvoir sur les illusions. C'est l'objet de la citation suivante, toujours extraite du Discours sur le bonheur. Elle se mêle à tous les plaisirs de notre vie et elle en est le vernis. On dira peut-être qu'elle ne dépend pas de nous. Et cela n'est que trop vrai, jusqu'à un certain point. On ne peut pas se donner des illusions. On ne peut se donner des illusions. De même qu'on ne peut pas se donner des goûts ni des passions. Mais on peut conserver les illusions qu'on a. On peut ne pas chercher à les détruire. On peut ne pas aller derrière les coulisses voir les roues qui font les vols et les autres machines. Voilà tout l'art qu'on peut y mettre. Et cet art n'est ni inutile ni infructueux. Nous ne créons donc pas nos illusions, mais nous pouvons apprendre l'art de les entretenir au lieu de les dénoncer comme des fictions, en allant derrière les coulisses. L'illusion serait donc efficace, fructueuse, au sens où elle procurerait une satisfaction, ce qui paraît incontestable si on accepte la définition freudienne. L'illusion est motivée par un désir, donc nécessairement elle procure une satisfaction. Donc elle serait efficace si elle procure une satisfaction, ce qu'elle fait par définition, et au sens où elle résisterait aux aléas de la fortune. Enfin, j'en viens au troisième point de cet éloge de l'illusion, les pouvoirs de l'imagination. C'est un personnage de fiction qui achève notre éloge paradoxal. Julie, le personnage central du roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau, donc roman paru en 1761, Julie ou la Nouvelle Héloïse. Donc le roman raconte par lettres, c'est un roman épistolaire, l'amour impossible entre Julie, qui est une jeune femme noble, et Saint-Preux, son précepteur, qui est roturier, donc qui n'est pas noble. Julie tente de comprendre sa propre situation dans cette lettre qui est extraite de la dernière partie de Julie ou la Nouvelle Héloïse. Donc elle tente de comprendre la peine bizarre, le mot est de Rousseau ou de Julie, c'est-à-dire sans objet, enfin, du moins, et la peine qu'elle juge sans objet, puisqu'elle a, dit-elle, tout pour être heureuse. Enfin, elle le dit dans des termes qui ne sont pas tout à fait ceux-là, mais elle l'affirme dans la suite de la lettre. La jeune femme aime celui qui fut son précepteur, donc Saint-Preux, mais ils n'ont pas pu se marier du fait de leur différence de conditions. Julie, à la fin du roman, a épousé M. de Volmar, dont elle a eu 2 enfants, et elle a résolu d'être fidèle à son mari quand Saint-Preux, après une longue absence, revient auprès d'elle. Voici donc un extrait de la lettre de Julie à Saint-Preux. « Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux. On s'attend à le devenir. Si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge et le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause. Ainsi, cet état se suffit à lui-même et l'inquiétude qu'il donne est une sorte de jouissance qui supplée à la réalité, qui vaut mieux peut-être. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme, avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même, rien n'embellit plus cet objet aux yeux du possesseur, on ne se figure point ce qu'on voit, l'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité, et tel le néant des choses humaines, qu'hors l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. »
Je ne commenterai que succinctement cette lettre que Rousseau présente comme le chant du cygne de Julie, dans lequel elle défend une thèse paradoxale, comme le soulignent de nombreuses expressions. On n'est heureux qu'avant d'être heureux, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Elle soutient donc que le bonheur réside dans le désir et non pas dans la satisfaction du désir. En effet, le charme de l'illusion, je reprends des expressions de Rousseau, serait supérieur à la satisfaction liée à l'obtention du désir, de l'objet du désir. Pourquoi alors désirer nous rend-il heureux ? Le désir est indissociable de l'espoir, le terme figure dans la première phrase, donc de l'espoir de voir son désir réalisé. Peut-être cet espoir est-il illusoire, au sens où l'objet du désir ne sera jamais atteint. Mais l'espoir entretient le désir et il procure en lui-même une satisfaction. Surtout, l'espoir est secondé par ce que Rousseau appelle une force consolante. C'est à peu près au milieu du texte. Toute cette force consolante, c'est l'imagination, dont Rousseau souligne la puissance magique, le charme et le prestige. Cet éloge paradoxal du désir repose en effet sur l'efficace de l'imagination, dont Rousseau vante la puissance de variation et d'idéalisation. Donc, tant qu'existe en moi l'image d'une chose absente, l'imagination fait varier les caractéristiques de l'objet et elle le part de toutes les qualités en le rendant parfaitement conforme au désir. L'imagination a également un pouvoir de présentification, grâce auquel elle procure une satisfaction immédiate. Elle rend l'objet du désir, là encore je reprends les expressions de Rousseau, présent et sensible, voilà, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible. Même si, bien sûr, il n'est présent qu'en image. C'est peut-être le point au moment où je vais céder à parler à Johan, c'est-à-dire on peut se demander néanmoins si la présence réelle n'est pas, et on pourra revenir sur ce texte dans la discussion, plus satisfaisante, enfin, si la valeur de l'imagination est une valeur de présentification, si la présence réelle n'est pas plus satisfaisante. Et avec Johan, on en vient à la critique de l'illusion. Envisageons donc maintenant les misères de l'illusion. Selon l'opinion commune, l'illusion serait toujours délétère, car elle serait une forme de mensonge à soi-même, tandis que la vérité serait toujours bonne. Ne pas vouloir voir la réalité en face pourrait même être considéré comme une forme de lâcheté, et il y aurait au contraire une forme de courage et de noblesse à affronter la vie telle qu'elle est, les difficultés et les obstacles qu'elle présente, plutôt que de se réfugier en son fort intérieur avec des idées qui sont déconnectées de la réalité. Pourtant, les conséquences de l'illusion sont agréables. Elles procurent un certain plaisir et un apaisement. Hélène vient d'en parler. Une thèse de type conséquentialiste, c'est-à-dire qui évalue les actions à partir de ses conséquences, conduirait donc à défendre l'illusion du bonheur. Dès lors que l'illusion procure un plaisir, de même nature que la satisfaction réelle, l'illusion vaut autant que celle-ci. L'équivalence de la satisfaction procurée par l'illusion et celle procurée par la réalité est-elle justifiée ? 3 arguments vont nous servir à la critiquer. Nous pouvons d'abord rejeter le conséquentialisme pour soutenir une morale déontologique. Ce ne sont pas les conséquences d'une action qui comptent, mais l'obéissance à un principe, comme Hélène vous l'expliquait dans le moment kantien de la conférence. Or, nous ne saurions nous donner le devoir de vivre dans l'illusion et de nous mentir à nous-mêmes. Ça ne peut pas être un devoir qu'on se donne. Dans une perspective kantienne, un tel devoir ne respecterait pas notre humanité rationnelle et il ne saurait exister un devoir de se mentir, y compris un devoir de mentir, y compris à soi-même, car cela détruirait complètement la valeur de la parole humaine, qui n'existe que dans la référence à la vérité.
Deuxièmement, nous pouvons également contester l'équivalence défendue par la maîtrise entre les plaisirs plaisants d'une illusion et le plaisir ressenti dans des sensations réelles. Et pour soutenir cette critique de l'illusion et du bonheur réduit aux sensations ressenties, j'aimerais citer un passage d'un livre de Robert Nozick, un philosophe du XXe siècle, qui propose d'imaginer une machine à expérience. Alors, je le cite. « Imaginez une machine capable de vous donner n'importe quelle expérience ou séquence d'expérience que vous pourriez désirer. Lorsque vous êtes connecté à cette machine à expérience, vous pouvez vivre l'expérience d'écrire un grand poème, ou d'apporter la paix dans le monde, ou d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. Vous pouvez faire l'expérience des plaisirs ressentis de ces choses, l'effet qu'elles font de l'intérieur. Vous pouvez programmer vos expériences pour demain, pour la semaine, pour l'année et même pour le restant de votre vie. Si votre imagination s'appauvrit, vous pouvez utiliser la bibliothèque de suggestions extraites de biographies et augmentées par des romanciers et des psychologues. Vous pouvez vivre vos rêves les plus chers de l'intérieur. Choisiriez-vous de le faire pour le reste de votre vie ? » Fin de citation. Eh bien, selon Robert Nozick, personne ne choisirait de vivre dans cette machine ou ne voudrait que ses enfants vivent une vie de grande satisfaction qui dépendrait toute de tromperies qu'ils ne détecteraient jamais. Nos ressentis intérieurs ne suffisent pas à faire notre bonheur. La réalité des expériences vécues et effectivement partagées avec d'autres personnes est une dimension essentielle de notre bonheur. Cette expérience de pensée, la machine à expérience, montre également que le bonheur ne peut pas être réduit aux sensations, qu'il doit être composé d'une autre forme de contentement. Une troisième critique, cette fois, c'est que l'illusion produit peut-être des effets, mais ces effets sont fragiles et sans commune mesure avec le bonheur, qui existe quand on vit selon la vérité. Et pour le montrer, reprenons à nouveau frais la comparaison de l'illusion avec la vérité. René Descartes soutient que l'illusion est toujours entachée de malaise. Je n'ai pas noté cette citation. Alors je le cite, « Ainsi je n'approuve point qu'on tâche à se tromper en se repaissant de fausses imaginations, car tout le plaisir qui en revient ne peut toucher que la superficie de l'âme, laquelle sent cependant une amertume intérieure en s'apercevant qu'ils sont faux. » Fin de citation. Cette citation est extraite d'une lettre à Élisabeth de Bohême de 1645, du 6 octobre, et Descartes soutient que la lucidité et la vérité sont préférables à l'erreur et l'illusion. En effet, connaître la vérité dépend de nous et nous permet d'agir adéquatement, de bien agir. L'illusion, même si elle dure parfois, dépend du hasard, donc elle est fragile. L'illusion n'est donc pas efficace sur le long terme. Nous sommes rappelés à la réalité par les souffrances, par la souffrance. Je reprends cette citation de Pascal, « Les maladies viennent » et la mort de nos proches, par exemple, nous rappelle à la réalité. Descartes distingue plusieurs genres de satisfaction. Si nous ne devons pas nous abandonner à la gaieté superficielle et fragile, médiocre et passagère, et à toutes les débauches, c'est parce qu'il existe un bien plus élevé. Il y a selon lui une grande satisfaction à connaître la vérité. Même si c'est une joie sérieuse, elle est plus profonde. Cela ne signifie pas que la lucidité impose de voir la réalité sous ses mauvais côtés. On peut considérer sa situation sous l'angle qui nous apporte de la satisfaction, à condition de ne pas se tromper soi-même. Bien connaître rend possible la fermeté morale, et en jugeant au mieux, il est possible de faire au mieux, de bien user de sa volonté. On retrouve ici des points communs avec le démonisme d'Aristote, mais avec un accent original mis sur la vérité et la lucidité de notre connaissance de la réalité. Et cette lucidité, cette connaissance de la réalité sert de guide à la bonne action et elle est donc une voie vers le bonheur. Pour Descartes, le bonheur ne peut pas être atteint sans la connaissance et la résolution de bien agir. Cependant, le bonheur concerne également le corps. Le corps en exercice révèle ses propres perfections et il découvre à l'âme le plaisir qu'il y a à les réaliser.
C'est assez touchant d'ailleurs de lire la suite de la lettre à Élisabeth, dans laquelle il lui conseille le loisir aussi, le repos nécessaire à l'esprit. Il lui conseille de ne pas négliger, par exemple, les exercices du corps, le jeu de la paume, par exemple, ou d'aller au théâtre, voir des tragédies. On voit donc ici que le bonheur véritable est complexe. Il repose sur la connaissance de la réalité, sur la volonté de bien agir, sans négliger la gaieté du corps. Dans une dernière partie, nous allons envisager la critique des effets réels de l'illusion. Jusqu'ici, nous avons critiqué l'illusion pour essayer d'orienter vers le bonheur, vers un rapport lucide et vrai à la réalité. Dans le dernier moment de cette conférence, nous voudrions nous concentrer sur une critique particulière, celle qui examine les effets réels de l'illusion. En effet, ne sommes-nous pas allés trop vite en considérant qu'en nourrissant des illusions, nous nous éloignons de la réalité, sans que ce détachement ait des effets réels, hors du plaisir ou du déplaisir ressenti par le sujet. Donc, pour évaluer l'illusion, il ne suffit pas d'apprécier son utilité directe, le plaisir immédiat qu'elle procure au sujet. Il est nécessaire de réfléchir à son effet réel sur le monde et sur la condition des individus dans la société. En effet, à la différence de l'idée délirante, l'illusion n'est pas détachée de tout rapport à la réalité, mais elle maintient un lien avec la réalité. Ce lien est bénéfique si l'illusion ne remplace pas l'appréhension adéquate du présent et si elle devient une projection dans l'avenir sous la forme d'idéaux, par exemple. Les idéaux, en effet, ne sont pas simplement distincts, voire opposés à la réalité. Ils constituent une motivation pour changer la réalité. Par exemple, se représenter des idéaux tels que la liberté, la justice, la solidarité peut servir d'appui et de guide pour exiger une société plus libre, plus juste ou plus solidaire. N'en serait-il pas alors de même pour le bonheur ? La représentation d'un âge d'or où tous seraient heureux serait une forme d'utopie, mais elle pourrait également donner une norme à partir de laquelle on pourrait critiquer la société actuelle, en dénonçant tout ce qui manque à cette société pour ressembler à la société utopique. Mais cette critique n'est pas sans effet réel. Les utopies ne restent pas toujours des projets imaginaires. Certaines personnes cherchent à réaliser concrètement les utopies. Toutefois, les idéaux nous servent-ils toujours à renforcer notre exigence envers ce que nous vivons concrètement? Nous servent-ils vraiment à ça? Les philosophes du soupçon, dont parlait Hélène, en doutent, en particulier lorsque ces utopies sont trop lointaines, tellement lointaines qu'elles ne cultivent que l'espérance. Ainsi, Karl Marx dénonce-t-il dans l'espérance abstraite entretenue par la religion un opium du peuple, c'est son expression. La religion peut exprimer la misère humaine, la pauvreté et notre malheur, c'est vrai. Elle donne des mots pour faire état de notre accablement. Toutefois, selon Marx, elle ne propose qu'un espoir de consolation dans l'au-delà. Elle n'ouvre pas la voie à une libération et elle empêche au contraire d'accéder à un bonheur réel qui serait vécu ici et maintenant. La religion, selon lui, nous détourne du projet concret de changer le monde dans lequel nous vivons. Elle nous induit à accepter le malheur présent en nous détournant de lutter contre les causes de notre malheur. C'est en cela qu'elle est un opium en un double sens. Premièrement, elle endort les croyants, elle les éloigne de la véritable compréhension de leur situation, en particulier des causes réelles de leur misère, et elle s'exprime à leur place. Deuxièmement, elle fournit des songes, des rêves de justice dans l'au-delà, où aurait enfin lieu la compensation des souffrances subies ici et maintenant. La religion crée l'espérance en une réalisation chimérique, mais elle détourne de l'effort pour la réalisation véritable de la liberté et du bonheur humain, selon Marx. Le bonheur ne doit pas être une idée si lointaine qu'il faudrait attendre qu'une divinité nous l'accorde après notre mort. Il ne doit pas être utopique. Ici, utopie signifie d'ailleurs en aucun lieu en grec ancien. Il faut vouloir dépasser le malheur et l'exploitation que nous vivons dans ce monde-ci en utilisant son esprit, non pas à créer de toutes pièces le meilleur des mondes, mais à découvrir les moyens de l'émancipation dans ce monde-ci et les moyens dans ces conditions matérielles.
Pour cela, Marx considère qu'il faut un certain sens historique et en passer par une lutte pratique contre les causes sociales, économiques et politiques de l'oppression. Avec la suppression de l'espérance que proposait la religion, naît une forme d'optimisme selon lui. Il est possible de transformer collectivement et réellement nos existences pour faire advenir le bonheur collectif. Bien sûr, la solution révolutionnaire que propose Marx peut être questionnée, et l'on sait que la révolution elle-même, comme les moyens de faire exister une société communiste, sont loin d'être évidents à réaliser. Néanmoins, la critique de l'idéal utopique d'un bonheur que l'on doit espérer, mais que l'on ne peut pas faire par soi-même, a le mérite de nous rappeler l'importance des conditions matérielles du bonheur. La pensée de Marx nous permet d'insister sur deux conditions du bonheur. L'une est négative, nous ne saurions être heureux dans un système économique et politique qui nous exploite, et l'autre est positive, l'émancipation est collective. Elle permet aux individus de ne pas être exploités et de réaliser leur potentialité. Enfin, pour terminer cette dernière partie, nous n'ignorons pas qu'une forme de bonheur peut être éprouvée même par ceux qui subissent la domination ou l'exploitation. Nous pouvons trouver une forme de consolation dans notre condition actuelle, en nous concentrant sur les dimensions que nous jugeons satisfaisantes relativement à notre situation. N'est-ce pas ce à quoi nous invitait d'ailleurs Descartes, à nous concentrer sur les éléments de la réalité qui nous apportent de la satisfaction ? Pour le dire familièrement, il faudrait voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais ce faisant, ne risquons-nous pas d'accepter une situation qui n'est pas juste, voire qui nous empêcherait de vivre une vie meilleure, une vie plus libre ? Dans son livre « Le deuxième sexe », Simone de Beauvoir dénonce l'aliénation à laquelle participe la représentation du bonheur domestique. Selon elle, les femmes, contraintes de borner leurs ambitions entre les murs de leur maison, je la cite, « changent leur prison en un royaume ». Les femmes, selon elle, en viennent à exalter et à entretenir l'idéal qui leur est imposé, un bonheur tranquille, équilibré, au sein de l'immanence et de la répétition. Les femmes intériorisent l'idée selon laquelle leur bonheur doit en passer par l'entretien de la maison, la cuisine, le soin aux enfants, plutôt que par d'autres activités. Et selon Beauvoir, elle écrit cela en 1949, les femmes limitent leur projet existentiel aux satisfactions de la vie domestique, mettant tous leurs ailes à rendre parfait leur intérieur et leur vie familiale. Mais en formant le projet existentiel à l'intérieur de ce cadre, elles ne remettent pas en cause les contraintes réelles qui pèsent sur elles. En outre, comme toute illusion, celle-ci s'entretient elle-même. Un sujet qui croit mener une vie heureuse persiste dans son idée, même si on lui démontre les défauts de son existence. Il y aurait donc une forme de bonheur qui s'oppose à la libération, à la réalisation par chacun et chacune de ses capacités. Placer le bonheur comme fin ultime de nos actions, comme orientation de toute notre existence, c'est prendre le risque d'accepter alors les illusions, de se tromper soi-même et de renoncer à sa liberté. Je m'en tiens là car vous reviendrez amplement sur les positions de Beauvoir la semaine prochaine avec Raphaël Erzam. Pour conclure, rappelons brièvement notre cheminement. Dans la première partie, nous avons montré que si le bonheur est conçu comme le souverain bien, alors il est le but, la fin de notre vie, et c'est par l'exercice des vertus intellectuelles et morales que nous pouvons en faire l'expérience. Cependant, nous avons critiqué les fondements métaphysiques et anthropologiques de le démonisme. Qu'une vie réussie passe par la réalisation de vertus morales qui seraient des perfections de la nature humaine peut être remis en cause par une anthropologie philosophique qui met le désir et sa force au principe de notre existence. L'autre critique de l'eudémonisme consiste à penser la moralité de manière indépendante du bonheur, ce qui conduit à soutenir que faire le bien ne rend pas nécessairement heureux. Enfin, avec Kant, nous avons réélaboré le concept de souverain bien en distinguant le bien suprême et le bien complet. Dans notre seconde partie, nous avons abordé l'idée parfaite du bonheur en nous demandant si elle pouvait être réalisée. Nous avons montré qu'elle pourrait être seulement une illusion que nous projetons parce que nous désirons être heureux, même s'il est impossible de l'être réellement.
Pourtant, se faire des illusions peut constituer un moyen efficace d'être heureux, en embellissant les situations que nous vivons. Toutefois, ce n'est là qu'un moyen individuel et subjectif d'être heureux. Ces illusions peuvent certes proposer une utopie pour critiquer la réalité, mais elles risquent fort de nous laisser impuissants pour transformer réellement notre situation. Au terme de cette conférence, nous avons voulu montrer que l'enquête philosophique sur le bonheur ne peut se réduire à chercher des recettes pour être heureux. Au contraire, la recherche du bonheur pose des problèmes quant à son existence, quant aux moyens de l'atteindre et quant à son rôle dans la conduite de notre vie. Notre conférence de ce soir montre que notre quête du bonheur doit s'accorder avec l'effort pour mener une vie libre, dans laquelle nous puissions individuellement et collectivement réaliser nos potentialités, ou du moins mener une existence émancipée de toute domination. Je vous remercie.